Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Christine Laure, la psychologue de la clinique. Et donc Lise Bergogne, gynécologue obstétricienne, est avec moi. On va donc présenter mon corps, ma tête, après l'accouchement. Donc vous avez deviné, mon corps ce sera Lise, ma tête ce sera moi. Donc je suis dans la clinique depuis 2006, j'interviens dans divers services, et y compris donc la maternité. Alors, il me semble que ma tête peut conditionner un petit peu mon corps, mais c'est quand même beaucoup l'inverse aussi en maternité. C'est beaucoup mon corps et la manière dont l'accouchement s'est passé, la grossesse, etc., qui va conditionner ma tête. Donc ça nous paraissait pertinent que Lise commence et ensuite que je prenne le relais. À toi. Merci. Donc bonjour à tous. Oui, vous m'entendez bien? Oui, je pense que oui. Donc du coup, on va voir ensemble du coup effectivement tout ce qui est partie bouleversement physique lié à la grossesse et à l'accouchement. Et ensuite, je donnerai le relais du coup à Christine. Donc une fois que la grossesse s'est déroulée comme on a vu ce matin, l'accouchement s'est passé dans différentes conditions qui peuvent être complètement différentes d'une patiente sur l'autre. On va entamer une période qui s'appelle ce qu'on appelle les suites de couches. Donc les suites de couches, ça démarre au moment où vous avez accouché et ça va aller jusqu'au moment où vous allez retrouver, il va y avoir un retour de règles qui en moyenne va se faire à 45 jours, mais ça c'est très théorique parce que ça va dépendre du fait notamment si vous allaitez ou si vous allaitez pas. Grosso modo, on considère quand même que les suites de couches, ça va jusqu'à 6 à 8 semaines après l'accouchement. Ça peut être plus long chez certaines patientes, c'est vraiment une durée, j'allais dire théorique, mais qui peut être plus ou moins long, vous allez voir en fonction des différentes modifications et physiques et psychiques qu'il va pouvoir y avoir eu pendant la grossesse. C'est une période, alors pour les patientes, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes mamans, je vois dans la salle, mais du coup, c'est une période de bouleversement intense, et au niveau physique, et au niveau psychique, et au niveau de l'équilibre familial que ça implique derrière. Il y a 3 axes principaux pendant cette période-là qu'on va développer ensuite. C'est le fait qu'il faut que la femme, que l'organisme de la femme revienne à l'état antérieur à la grossesse, qu'il y a la mise en place de l'allaitement et de la lactation pour les patientes qui souhaiteront allaiter. Et il y a bien évidemment la construction d'un nouvel équilibre familial avec cet enfant qui est arrivé, soit c'est un premier enfant et donc du coup il faut tout mettre en place au sein du cocon familial, soit il y a déjà une fratrie des frères, des sœurs et du coup ça fait un élément entre guillemets perturbateur en plus. Donc le premier élément, j'allais dire physique, qui va se modifier juste après l'accouchement, c'est l'utérus. Puisque du coup, pendant 9 mois, l'utérus, il a augmenté de taille et de volume, j'allais dire assez progressivement tout au long des mois de la grossesse, pour arriver à une taille à peu près, nous on mesure la hauteur utérine à peu près à 32 cm, on va dire en fin de grossesse. Et pour vous, vous le sentez en sous-costal. Juste après la naissance, du coup, il va y avoir une diminution rapide de la taille de l'utérus, tout simplement pour éviter qu'il y ait une hémorragie de la délivrance, où rapidement l'utérus va réduire de taille pour arriver, comme on le voit sur le schéma, à peu près au niveau ombilical. L'utérus, ensuite, il va réduire très progressivement ensuite sur les jours qui suivent. Vous voyez, au moment de l'accouchement, on considère qu'il fait à peu près 1,5 kg. À J8, il va faire 70 grammes. Donc, il réduit doucement, mais quand même, certainement pour revenir à l'état normal. Donc, du coup, pour illustrer ça, je vous ai mis les photos des petites princesses anglaises qui, du coup, même quand elles sortent de la maternité, on peut remarquer, comme toute femme, qu'elle a encore un petit ventre qui dépasse. Et donc, ça, c'est normal, puisque du coup, vous voyez, quand vous sortez de la maternité, on est à peu près 4e ou 5e jour, 3e parfois. Et donc, vous voyez que l'utérus, il est à peu près à ce niveau-là. Nous, on considère 2-3 doigts sous l'ombilic, donc sous le nombril. Il retrouvera sa taille normale, complète, qu'au bout de 2 mois. Pendant tout l'exposé, vous allez voir que les délais sont importants parce qu'en fait, le corps va mettre du temps à se remettre et l'utérus en premier. Vous voyez, on retrouve une taille normale au niveau de l'utérus au bout de 2 mois, avec une taille à peu près de 6 cm, c'est la taille classique, et un poids à peu près de 50 grammes. Pendant toute la grossesse, du coup, vous avez accumulé un certain nombre de modifications. Donc, c'est normal, ça s'est accumulé pendant 9 mois. Donc, c'est normal qu'après l'accouchement, vous ne soyez pas au même état que
avant d'avoir été enceinte, c'est pas possible. Et il faut se laisser le temps du coup pour que le corps et votre aspect extérieur et même intérieur reprennent son évolution naturelle. Donc je vous ai mis pareil l'exemple d'Eva Longoria, mais bon, c'est après on peut prendre n'importe quelle star, ça marche avec tout le monde, où vous voyez qu'effectivement, eh ben voilà, elle a accouché et comme toutes les femmes, eh ben il y a des modifications physiques et qu'il faut le temps que ça reprenne son cours et que les choses se fassent. Les principales modifications physiologiques de la grossesse qui vont impacter pour la suite et notamment pour la récupération, c'est celle que je vous ai énoncée là. Et la toute première, c'est la prise de poids. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une prise de poids qui est à peu près considérée comme normale, on va dire entre, on va dire une dizaine de kilos quand on attend qu'un seul enfant. C'est un peu plus quand on attend des jumeaux. Voilà, en pratique, nous on dit entre 8 et 12 kilos. Ça peut être un petit peu plus, voilà, en fonction des patientes, en fonction aussi du poids initial de la patiente. Et cette prise de poids, il va falloir du coup revenir au poids normal. La deuxième modification qu'on a et qui est importante, c'est que, mine de rien, l'utérus il pousse vers l'avant. Donc, on a ce qu'on appelle une protrusion de l'utérus gravite vers l'avant avec une modification du coup anatomique et au niveau du dos et au niveau des abdominaux et on le verra après au niveau du périnée. Pendant cette grossesse, mine de rien, même si on essaie de maintenir une activité physique, les activités sportives sont quand même grandement réduites, d'autant plus si jamais il y a eu un alitement pour un problème de contraction, une pathologie de grossesse, etc. etc. Donc, il y a quand même une perte musculaire qui se fait, et donc il va falloir compenser ensuite. Sur les modifications vertébrales, j'allais dire, enfin plus osseuses et plus au niveau du tronc. Donc là, j'avais repris la photo de la grossesse parce que je trouvais qu'elle illustrait bien le fait qu'il y ait l'utérus qui du coup pousse le corps de la femme vers l'avant, avec du coup une charnière lombaire qui est très modifiée du coup par cette anatomie de l'utérus protrué en avant. Et du coup, en compensation de ça, vous avez à l'inverse la colonne vertébrale haute, là, donc la partie dorsale, qui va dans l'autre sens, du coup, enfin plutôt en forme de syphose. Et vous avez aussi un phénomène anatomique qui est l'antéversion du bassin. Tout ça, c'est des termes techniques, mais c'est juste pour dire qu'il y a un déplacement du centre de gravité lié au ventre, et que donc du coup, une fois que vous avez accouché, ces modifications-là vont persister, avec des patientes qui se plaignent régulièrement de douleurs lombaires, voire de lombo-sciatique pendant la grossesse, et qui vont pouvoir persister après, le temps que la rééducation soit faite, et qu'on retrouve l'état musculaire et anatomique normal, on va dire, entre guillemets, que le centre de gravité se ressente, que l'utérus ait repris sa forme, et donc du coup, ces douleurs-là vont pouvoir persister en postnatal pendant les 2 premiers mois après l'accouchement. On peut avoir des douleurs du bassin aussi qui se greffent. Alors, douleurs du bassin qui sont toujours pareil créées par par le fait que l'utérus attire vers l'avant, mais aussi qui peuvent être créées au moment de l'accouchement et du passage du bébé avec un bassin, on le sait, qui physiologiquement va pouvoir bouger pendant l'accouchement. Là, je vous ai mis une photo ça c'est pour parler plutôt plus précisément de la paroi musculaire. Le phénomène, donc ça c'est une patiente qui est non enceinte, on est bien d'accord, et vous voyez que sont dessinés là les abdominaux, qu'on appelle donc nous les muscles grands droits, et que les abdominaux, sont juxtaposés mais sans être joints, et que du coup ils vont pouvoir s'écarter pour laisser la place au ventre. D'accord ? Et donc plus la grossesse va avancer et plus les abdominaux vont s'écarter pour faire de la place à l'utérus. Le fait que les abdominaux s'écartent comme ça va mine de rien affaiblir la sangle abdominale, donc affaiblir les muscles abdominaux et du coup diminuer la force musculaire qui va de pair, d'accord ? Et alors cet écartement musculaire et cette diminution de la force musculaire, vous voyez, on est toujours sur une persistance entre 5 et 7 semaines après l'accouchement. C'est-à-dire qu'il faut compter quasiment entre 1 et 2 mois pour que, au niveau musculaire, les fibres musculaires en elles-mêmes retrouvent une force et une possibilité de se contracter. Alors après, c'est toujours des chiffres qui sont très approximatifs parce que ça va dépendre effectivement des personnes, de la morphologie initiale, du nombre de grossesses, voilà. Mais c'est juste pour qu'on ait un ordre d'idée pour après fixer les étapes de rééducation.
Et enfin, du coup, le troisième axe du coup, qui va être très modifié pendant la grossesse, c'est ce fameux périnée. Donc le périnée, j'ai essayé de vous l'illustrer là en dessous, parce que ça peut paraître un peu abstrait tant qu'on n'a jamais accouché ou même après. En fait, le périnée, c'est cette espèce d'hamac, on peut traduire ça comme ça, qui va être le réceptacle du coup de toute la pression abdominale qu'il va pouvoir y avoir. Et du coup, forcément, c'est l'endroit où du coup l'accouchement va se faire et qui va être le plus sollicité au moment de l'accouchement. Donc là, je vous ai mis une photo d'un périnée, d'un plancher pelvien, c'est la même chose, normal, où vous voyez les différents organes. Donc la vessie est là, l'utérus ici, le rectum là, et là c'est la symphyse pubienne qui est représentée. Et donc là, vous voyez que le hamac il est plutôt tendu. Après l'accouchement, effectivement, on peut avoir une diminution de la force du périnée et un affaiblissement du coup de ce hamac. Le périnée, il est quand même soumis à rude épreuve, que vous ayez accouché par voie naturelle ou que vous ayez eu une césarienne. Parce qu'en fait, il est quand même soumis à toutes les pressions qui peuvent y avoir au niveau intra-abdominal et donc au poids de la grossesse. Mais bien évidemment, c'est sûr qu'après un accouchement voie basse, pour permettre le passage du bébé, il va falloir que tous les muscles qui sont représentés là, tout ça c'est des muscles que vous voyez partout, là tout autour de l'orifice vaginal, il va falloir que ces muscles s'étirent pour que le bébé puisse passer. Et on estime à peu près que l'étirement de ces fibres musculaires peut aller jusqu'à 65%. Donc, dès qu'on dit qu'il y a un étirement des fibres musculaires, forcément, il y a une moins grande capacité après à se contracter. Et de la même manière, j'allais dire que pour les abdominaux tout à l'heure, où je vous ai montré qui s'écartait, il va falloir laisser un temps de récupération à ce périnée pour qu'il retrouve sa capacité normale avant de pouvoir le faire retravailler. Bien évidemment, ça peut être aggravé au niveau du périnée pour les patientes qui auront eu une déchirure traumatique au niveau du périnée. Bien évidemment que la sage-femme ou le gynécologue aura suturé en salle d'accouchement, mais où du coup, il va y avoir une petite tétanie au niveau des fibres musculaires et ça peut être un petit peu plus long le temps que la cicatrisation soit complète et qu'il n'y ait plus de douleur au niveau du périnée. Donc sur les patientes en postnatal, on retrouve, je vous ai mis un peu pareil des chiffres, c'est approximatif, mais on retrouve quand même à la visite postnatale des douleurs persistantes au niveau du périnée à 2 mois chez à peu près 20% des cas, donc c'est quand même très fréquent. Et à 12 mois, il y a encore 10% des patientes qui se plaignent de douleurs au niveau du périnée. Donc ça, c'est quelque chose, comme la douleur, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose dont il faut faire part aux praticiens qui vous voient, soit en postnatal immédiat, soit à distance, soit pas hésiter à consulter parce qu'il y a des moyens d'action dessus et donc il faut impérativement que ces douleurs cessent et que tout rentre dans l'ordre. Et vous voyez, je répète toujours la même chose, mais du coup sur les délais de récupération du tonus musculaire au niveau du périnée, pareil, on est entre 6 à 8 semaines pour récupérer un tonus normal. Bien évidemment, le symptôme qui va pouvoir vous alerter, c'est si jamais, alors ce qui est assez fréquent, c'est plutôt les problèmes d'incontinence urinaire avec des patientes qui vont avoir des fuites d'urine. Alors, c'est sûr que c'est jamais très agréable d'en parler, puis c'est pas quelque chose pour lequel on peut être très à l'aise, mais c'est très fréquent, donc il faut en parler et solliciter les professionnels par rapport à ça. On a des moyens d'agir qui sont très très efficaces et pas forcément invasifs, et surtout, c'est quelque chose qui peut arriver pendant la grossesse et après. Donc il faut nous en parler et en principe on met des rééducations de manière adaptée. Nous on essaie de poser la question quand même aussi à chaque visite postnatale pour le dépister. Donc voilà, et donc les délais sont importants à connaître et à savoir puisque on pourra attaquer une rééducation du périnée qu'après examen clinique. L'examen clinique sert essentiellement à vérifier qu'il n'y ait plus de cicatrices, que les cicatrices soient bien terminées, que tout se soit remis en place déjà en termes anatomiques, et après on pourra attaquer la rééducation périnéale. Pour le retour à l'état antérieur de la grossesse, il me paraissait important quand même de souligner qu'il y a quand même 2 phases et qu'on ne peut pas se dire j'ai accouché, demain je refais le marathon ou je retourne courir, c'est pas possible. Parce que on risque d'aggraver les choses et d'aggraver les problèmes au niveau musculaire, au niveau périnéal et même de faire apparaître des symptômes qui n'existaient pas si on ne respecte pas cette période de repos et de convalescence après un accouchement. Donc là c'est pareil, c'est assez
assez large comme période de repos, ça peut aller de 4 à 8 semaines, ça va dépendre des patientes, ça va dépendre du nombre d'accouchements, de comment s'est passé l'accouchement, est-ce qu'il y a eu une déchirure très importante ou est-ce qu'il y a un périnée qui était intact, voilà. Et puis ça va dépendre aussi bien évidemment du bébé, puisqu'il y a quand même un bébé dans cette histoire qui est là, dont il faut s'occuper, donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même une phase de repos. Et ensuite, je pense qu'il y a une deuxième phase de récupération que là j'ai intitulé, que j'ai mis phase de récupération active, sur lequel en fait il y a 3 axes principaux sur lesquels il va falloir travailler. Le poids, bien évidemment, la rééducation musculaire et la reprise des activités physiques et sportives. Le poids, l'idéal, c'est de se dire qu'il faut revenir au poids initial. Alors, il n'y a pas besoin d'être revenu au poids initial en 1 mois. C'est pareil, c'est une phase de repos. Il faut laisser le temps à l'organisme de se reposer. En moyenne, il est conseillé d'être revenu au poids initial à peu près dans les 6 mois qui suivent l'accouchement. Et aussi parce qu'en fait, le poids va quand même dépendre de la rééducation qui va dépendre de l'activité physique. Parce qu'il y a des patientes, tant qu'elles n'ont pas repris une activité physique et sportive, elles n'arrivent pas à perdre le poids, ce qui est assez logique, hein, ça va ensemble. Et elles ne peuvent pas reprendre une activité physique tant qu'elles n'ont pas fait une rééducation musculaire adaptée. La rééducation musculaire, elle a 3 axes, parce que c'est vrai que souvent, nous, on parle du périnée et on fait de la rééducation du périnée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des abdominaux et qu'il y a une colonne vertébrale et qu'on peut faire très bien intervenir kiné. Alors souvent, c'est kiné, sage-femme qui s'occupe plutôt de cette partie-là, mais qu'on peut très bien faire intervenir le kiné quand il y a encore des lombalgies, des au niveau du dos importante après l'accouchement, voire des problèmes de sciatique, pour essayer de rééduquer la sangle abdominale et faire en sorte que tout se rééquilibre. C'est à peu près le moment où la visite postnatale va se faire. Grosso modo, au bout d'1 mois, 1 mois et demi, c'est bien que vous revoyiez le gynécologue ou la sage-femme qui vous a suivi pendant la grossesse pour faire le point. Alors d'abord parce que cette visite-là, elle clôture la grossesse, ça permet de faire le point sur comment s'est passé l'accouchement, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, refaire le point s'il y a eu des pathologies de grossesse. Et ensuite parce que ça permet au médecin d'identifier les séquelles qui va rester après votre accouchement. Et de voir effectivement donc les cicatrices, ça je vous l'ai déjà dit, vérifier à l'examen clinique qu'il n'y ait plus de cicatrices, et ensuite faire le point clinique sur la colonne vertébrale, l'abdomen, le périnée, et du coup envisager avec vous une rééducation adaptée à faire par la suite. C'est aussi le moment où du coup on va planifier, j'allais dire, la reprise des activités sportives. C'est vrai qu'on a tendance, par exemple, sur des activités sportives qui sollicitent beaucoup le périnée, notamment la course à pied, de décaler un petit peu la reprise des activités physiques tant que vous n'avez pas fait la rééducation du périnée ou de la sangle abdominale pour pas que vous ayez d'aggravation des symptômes. Donc à la visite postnatale, j'y reviens toujours, le poids, je vous ai dit à peu près 6 mois pour le reprendre, et puis après, on va passer un peu plus vite, mais voilà, il y a d'autres choses qu'on regarde, on essaie de regarder notamment vos vaccinations, si vous avez arrêté de fumer, essayez de persister là-dedans, et puis on va dépister ce dont va parler ensuite Christine, tout ce qui est troubles psychiques maternels, s'il y a des difficultés dans la relation mère-enfant, éventuellement voir les difficultés avec l'allaitement, on verra ça après, et ensuite le dernier point que je voulais aborder, c'est la contraception. Parce qu'effectivement, on sait que donc après l'accouchement, il y a un moment où il va y avoir un retour de la fertilité chez les femmes qui va être différent en fonction de si elles allaitent ou si elles n'allaitent pas. En pratique, il est quand même recommandé de démarrer une contraception dans le mois qui suit l'accouchement, parce que allaitement ou pas, on sait qu'il y a à peu près, une grande majorité des femmes auront eu quand même leur retour de règles et de fertilité dans les 6 mois qui suivent l'accouchement. L'autre partie l'aura plus tardivement, mais souvent c'est des patientes qui allaitent encore de manière exclusive pendant longtemps. Je vais rentrer toi dans les détails après. Donc il faut faire attention parce qu'on constate quand même qu'on a un pourcentage d'interruption volontaire de grossesse qui n'est pas négligeable, hein, entre 2 et 14% entre 2 et 4% pardon, si on regarde en fonction de la durée après l'accouchement, sur des patientes qui potentiellement en plus se rendent pas forcément compte qu'elles sont enceintes, puisque du coup il n'y a pas forcément les règles si jamais il y a un allaitement en place. Donc ce qui est recommandé classiquement, c'est de débuter la contraception à peu près 21 jours au plus tard après l'accouchement. Pour les patientes qui allaitent, effectivement, on entend régulièrement que l'allaitement évite une grossesse, mais il faut faire attention, c'est
possible, c'est pas du 100%, je vais vous le montrer après, mais par contre, il faut quand même qu'il y ait des conditions très strictes pour que l'allaitement soit contraceptif au maximum. Donc donc ça j'ai pris l'article du coup de la Leche League qu'on trouve, il y a un site qui est très bien fait et vous voyez par rapport à l'allaitement, pour que ce soit contraceptif, il faut quand même qu'il y ait un allaitement qui soit complet ou quasi complet. Il faut qu'il n'y ait pas de retour de règles, donc vous soyez encore en aménorrhée et qu'il n'y ait pas eu de saignement. Et ça permet d'éviter 98% des grossesses. Il faut que les tétées ne soient pas trop espacées non plus. C'est toutes les 4 heures, donc au début ça va bien. Après quand on commence à diversifier, c'est quand même plus compliqué. Donc 4 heures le jour et 6 heures la nuit. Donc voilà, et ça permet d'éviter 98% des grossesses, donc c'est pas du 100%. Donc c'est vrai que quand même au moment de la visite postnatale, si ça n'a pas été fait au moment de la sortie de la maternité, il faut quand même revoir cette contraception pour si vous ne désirez pas de grossesse rapprochée, bien évidemment. Dans les autres modifications corporelles dont il fallait qu'on parle, enfin qui me semblait importante à évoquer aujourd'hui, c'est tout ce qui est modification dermatologique qui va avoir lieu au cours de la grossesse. Donc malheureusement, il y a différentes choses qui vont se passer, des modifications où souvent on nous pose la question, mais est-ce que ça va rester après ? Donc les vergetures, c'est le truc le plus classique. Alors j'ai pris ces photos-là, elles sont, je trouve, assez jolies et puis ça permet d'enlever un peu le diktat sur il faut être belle sans vergetures, sans bourrelet, sans rien. En fait, bon, la femme, elle a des grossesses, elle met au monde des enfants et donc voilà, il y a des traces de ce passage-là et finalement ces photos montrent bien ça. Voilà, je trouve ça joli et voilà. Et donc du coup, les vergetures souvent apparaissent au 3e trimestre de la grossesse. Elles sont dues tout simplement à la distension mécanique sous la pression de l'utérus qui du coup distend la peau et peut créer ces petites travées au niveau cutané. Elles sont souvent très violacées en fin de grossesse, donc les patientes sont parfois effrayées, mais ça reprend la couleur quasiment naturelle de la peau dans les mois qui suivent l'accouchement. Alors ça disparaît jamais complètement, mais par contre ça pâlit, ça diminue en épaisseur et ça se voit quand même de moins en moins. L'autre chose qui peut arriver assez fréquemment, où vous pouvez avoir constaté, c'est la perte des cheveux. Ça, c'est pareil, c'est assez classique de perdre les cheveux après l'accouchement. Alors, jamais au point de plus en avoir, mais quand même, on se rend compte en se brossant les cheveux qu'on perd les cheveux par poignée. Ça, c'est souvent entre 1 et 5 mois après, et ça peut durer jusqu'à 1 à 2 ans. Toujours pareil, en fonction de l'allaitement, et puis voilà. Et il y a des supplémentations qui sont possibles, donc c'est pareil, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On peut donner des vitamines pour que les cheveux reprennent un aspect normal. Voilà, donc toutes ces modifications corporelles, j'allais dire, que j'ai évoquées, bien évidemment, font que cette période-là est une période de fragilité parce qu'il y a des modifications importantes qui peuvent déstabiliser la patiente qui vient d'accoucher. Et donc, ça nous crée une période de fragilité et physique et psychique qui, surajoutée par rapport à on rajoute par-dessus la fatigue liée à la gestion de l'enfant et les nuits qui sont courtes, fait que du coup, on peut avoir une perte de confiance en soi et une déstabilisation, une modification de son appréciation de son image corporelle. Donc tout ça va être nécessaire de réapproprier dans les mois qui viennent et de faire en sorte qu'on accepte les changements qui viennent se passer et qu'on arrive à tendre vers un nouvel équilibre voilà, au niveau de son corps, même si cet équilibre ne correspond pas à ce qu'il y avait avant. Voilà, donc ça après c'est la même chose, c'était juste pour dire qu'après tout ça, ça peut être source de déséquilibre psychologique et du coup introduire ce que va nous dire Christine ensuite. Je voulais faire juste un petit mot, si ça veut bien, voilà, pour faire un petit mot quand même pour les conjoints, parce que bon, il n'y a pas toutes les modifications physiques effectivement que va avoir la maman chez le conjoint, mais le conjoint il a quand même sa place dans l'aventure et dans la reconstruction de cet équilibre familial. Il y a des conjoints qui parfois peuvent se sentir un petit peu intimidés par l'arrivée d'un bébé, le fait qu'il y a une relation assez fusionnelle initialement et même on a du mal à trouver sa place entre la maman et l'enfant. Et donc du coup, tout ça est une affaire d'équilibre pour que le conjoint puisse trouver sa place seul avec l'enfant, de manière indépendante avec la maman, et que la maman, elle, laisse la place au conjoint.
Le truc, il marche une fois sur 2. L'allaitement, ça doit pas être un frein, parce que c'est vrai que quand on allait, du coup, les papas, on a des papas qui après, ou des conjoints qui ont tendance à dire, ben oui, mais il y a l'allaitement, donc moi, j'ai pas mon rôle à jouer. C'est pas vrai. Il y a plein d'autres missions qui peuvent être données au papa ou au conjoint pour notamment le bain, le pot à pot, des promenades. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut inventer et qui fait en sorte que le conjoint n'est pas mis à l'écart de cette relation. Je suis désolée, mais ça ne marche que quand... Voilà. Et surtout, le papa ou le conjoint a un rôle très central en fait dans cette période de fragilité, parce qu'il est souvent le pilier quand la maman a des petites fragilités et qu'il y a des périodes de fatigue. Et ça peut permettre de soulager la maman au moment où elle a besoin de repos ou de prendre un peu de temps pour elle, pour la rééducation, pour la reprise des activités physiques, etc., etc. Il y a quand même un congé paternité, du coup, je ne sais pas si tout le monde, voilà, tous les conjoints qui sont là le sachent, mais c'est quand même pour ceux qui sont salariés, il y a un droit à avoir 14 jours de congé paternité. Voilà, et les conjoints peuvent aussi avoir, alors pas des transformations physiques, on est d'accord, mais au niveau psychologique, des fragilités qui arrivent et avoir besoin d'aide à ce moment-là. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Christine pour la deuxième partie. Merci. Oui, mais en fait, j'ai pas de... Ouais, je pense. Et c'est Edouard qui gère les films. Voilà, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc voilà. Donc post-accouchement, donc c'est une période très particulière pour la maman, vous l'avez compris, et pour l'autre conjoint aussi. Alors. Ça va être vécu selon plusieurs critères. Je vais vous donner une liste qui n'est pas forcément exhaustive. Si vous pensez à des choses à la fin, vous le direz. Donc il y a des choses qui sont liées à la personne, à la maman elle-même là, sur ce coup-là. Donc sa vulnérabilité, sa fragilité psychique, le contexte conjugal, le contexte dans lequel elle se trouve avec son conjoint au moment de la grossesse et de l'accouchement. Son contexte social, son contexte médical éventuellement, son histoire familiale et personnelle aussi, c'est-à-dire les légendes familiales aussi qui circulent au niveau des accouchements dans la famille. Ça, c'est des discours qui se transmettent et qui peuvent parfois vraiment conditionner l'accouchement de la dame. La proximité géographique aussi de la famille d'origine ou pas au moment de l'accouchement, au moment de du séjour en maternité, est-ce que la famille est proche ou pas, est-ce que la dame a déjà eu un enfant ou pas, ça change beaucoup de choses. Et puis comment se sont passées les grossesses précédentes, est-ce qu'il y a eu des expériences traumatisantes par rapport donc à ce qui avait été idéalisé au départ. Ensuite, il y a des choses qui sont liées à la grossesse elle-même. Est-ce qu'elle a été difficile? Est-ce qu'elle a été désirée ou pas? Est-ce qu'il y a eu un parcours de procréation médicalement assisté? Et puis, est-ce qu'il y a eu des moments anxiogènes pendant cette grossesse, c'est-à-dire un retard de croissance ou des examens qui étaient un peu inquiétants ou un diabète gestationnel, des choses comme ça? Après, il y a l'accouchement lui-même. Donc, est-ce qu'il a eu lieu par voie basse ou par césarienne? Bien sûr, donc il y a des mamans qui s'attendent pas à la césarienne. Alors, bon, on positive toujours en disant que ça permet au papa d'avoir un pied à l'étrier direct, quoi. C'est la chose qu'on positive un peu quand il y a une césarienne, puisque c'est le papa pendant au moins 2 jours qui fait les premiers soins. Alors si toutefois il appréhendait, il a plus le choix, il peut plus appréhender, c'est la fuite en avant. Ensuite, donc, s'il y a eu césarienne, est-ce qu'elle était programmée ou pas? Si c'est un accouchement par voie basse, est-ce qu'il y a eu des points, une épisiotomie ou pas, puisque ça va aussi, ou alors est-ce qu'il y a eu forceps, ventouse, etc. Et est-ce qu'il y avait un projet de naissance ou pas? Parce que des fois, quand il y a des projets de naissance qui sont établis par les parents au départ, ça donne une certaine rigidité, une certaine idéalisation de l'accouchement qui fait que après, le décalage peut causer souci parce qu'un accouchement n'est jamais parfait. Et puis après, il y a en 4e position, donc il y aura l'état psychologique sera aussi conditionné par le postpartum. Donc le postpartum, je vous rappelle, c'est à partir de l'accouchement. Donc, est-ce que la maman donne le sein ou le biberon? Est-ce que si elle donne le sein, ça lui paraît satisfaisant ou pas? Son état physique va compter, bien sûr. La présence de l'autre conjoint ou pas.
et donc et la présence de la famille d'origine. Voilà. Donc dans tous les cas, en dehors de cette liste-là, la plupart du temps, la maman, elle devra faire face à des changements corporels, dont Lise a largement parlé, qui vont donc changer son image du corps, sa sexualité, hein. Donc au moins donc passagèrement, elle pourra se sentir ambivalente vis-à-vis de son désir d'enfant, elle pourra regretter sa vie passée, ça arrive, faut pas en avoir honte. Elle pourra ressentir un sentiment de vide, bien sûr après l'accouchement. Donc elle devra aussi composer, faire face donc à la problématique bébé imaginaire, bébé réel, hein, parce qu'il y a une grande différence. Grossesse imaginaire, grossesse réelle, accouchement imaginaire, accouchement réel, bébé réel, bébé imaginaire, et puis aussi maman réelle, maman imaginaire. La maman qu'on imaginait être et qu'on est en finale. Hein. Il y avait un auteur, donc Winnicott, qui parlait, pour faire plaisir à tout le monde comme ça, il parlait de la mère suffisamment bonne. Voilà, ne pas chercher à être parfaite, ni bonne, ni mauvaise. Il y a de tout en nous, et donc d'être une mère suffisamment bonne. Je trouve que c'est un joli concept qui est très rassurant. Voilà, donc là c'était un peu général. Après, plus singulièrement, donc il existe trois étapes psychologiques pour un quasi systématique, pour les deux autres non. Le premier c'est le baby blues, hein, dont on parle tous. Alors le baby blues, moi en maternité je trouve qu'il apparaît très souvent au 2e jour. Après dans la littérature on lit plutôt que c'est au 3e jour. Bon, mais c'est très bref, c'est un espèce de coup de cafard qui dure pas forcément très longtemps. Selon Doctissimo, donc ils écrivent que ça touche la moitié des mamans à peu près, et donc ça peut intervenir dans les 3 jours, ils disent, après l'accouchement jusqu'à 2 semaines maximum après l'accouchement. Voilà. Après, on peut arriver dans des situations plus compliquées qui seront des situations de dépression postpartum. Alors ça, c'est plutôt à la maison qu'on le voit, ce sera pas en maternité. Voilà, donc en allant vite, je suis plus ma trappe et je suis perdue. Voilà, donc bon, le baby blues, juste pour finir avec le baby blues, donc je le vois aussi plus souvent au premier enfant qu'aux enfants suivants. Alors bien sûr, il est lié au changement de statut, au changement d'identité. Alors les gynécologues parleront plus facilement de troubles, de changements hormonaux. Nous, psy, on va parler de ce changement d'identité, de ce changement de statut. Voilà, il y a une hyper-émotivité, il y a la crainte de pas être une mère suffisamment au top, etc. Et après, pour le 2e enfant, on voit un autre type de culpabilité et de crainte, c'est par rapport au premier enfant. Voilà, donc ça change, c'est plus les mêmes angoisses, il y en a des nouvelles, voilà. Donc le baby blues, c'est donc les jeunes mamans sont tristes, elles sont irritables, elles ont une humeur très labile. Elles sont parfois insomniaques et elles sont très anxieuses. Voilà. Ensuite, l'autre possibilité, c'est la dépression du postpartum. Donc on la voit pas pendant le séjour en maternité. On est souvent, nous en tant que psychologues, contactés par les proches en fait, plus que par les mamans elles-mêmes dans ces moments-là. Donc on leur explique ce qu'il y a à faire. On leur propose pour la clinique, je leur propose un rendez-vous jusqu'à un mois après l'accouchement, sans rien avoir à régler. C'est un service que offre la clinique. Mais après, je parle aussi toujours du médecin traitant et du gynécologue ou des gynécologues et du médecin traitant, parce que il me semble que parfois il y a une chimie à mettre en place, des antidépresseurs à mettre en place quand même. La parole dans une vraie dépression postpartum ne suffira pas. Voilà. Donc selon Doctissimo, elle touche à peu près 10 à 15% des accouchés. Voilà. Jusqu'à 6 dans les 8 semaines après l'accouchement. Et donc là, les symptômes, donc c'est plus une grosse tristesse. Alors cette fois intense et durable, contrairement au baby blues. Il y a une perte de l'élan vital, une perte d'intérêt pour tout, y compris pour le bébé. C'est souvent ce qui alerte les familles et les conjoints. Voilà.
Donc, en troisième lieu, alors ça c'est beaucoup plus rare, on le dit parce que c'est mon rôle de vous le dire ici, mais bon c'est beaucoup plus rare, c'est la psychose puerpérale. Donc elle touche à peu près une femme sur 10 000. Une femme sur 10 000. Donc, ça peut apparaître parfois pendant la grossesse, mais le plus souvent c'est quelques jours après l'accouchement et sur des femmes qui généralement sont là pour leur premier enfant. Donc il y a 3 traits majeurs, c'est la fatigue, la confusion et le délire. Le plus souvent, ce sont des femmes sans antécédents psychiatriques. C'est vraiment l'état de grossesse qui a provoqué ça. Et les causes de cette dépression sont encore floues pour les chercheurs. En tout cas, des traitements antipsychotiques sont à mettre en place à chaque fois, voire une hospitalisation et une prise en charge multidisciplinaire. Voilà. Donc, mais on n'ira pas plus loin sur ça. À la limite, si on fait une autre journée une fois pour les choses plus pathologiques, voilà. Donc en guise de conclusion, on va passer les films après. En fait, j'ai zappé les films. On a 2 petits extraits vraiment très intéressants à vous montrer, mais on vous les montrera à la fin. Hein. Donc voilà, pour ma part, donc je passe en maternité dans toutes les chambres, dans ce service-là. Dans une autre institution, je passe à la demande des sages-femmes dans certaines chambres parce que la taille du service permet pas de voir tout le monde. Et du coup, on travaille de 2 manières différentes. Je sais qu'en venant dans toutes les chambres, du coup, l'entretien, il sera court ou long, utile ou pas, riche ou pas, avec le papa ou pas, ou l'autre conjoint. Et il permet vraiment de faire un débriefing post-accouchement. Il permet de répondre à certaines inquiétudes et des angoisses. Il permet à la maman, sans jugement, de se sentir moins seule vis-à-vis de certains ressentis. Il permet de dédramatiser, ça c'est très important. Il permet d'accueillir et recueillir la souffrance s'il y en a une. Et en bref, donc je crois qu'il permet de désenquister, de désamorcer des situations qui auraient pu devenir beaucoup plus complexes si la femme n'avait pas pu parler pendant cette période post-accouchement, donc de la maternité, pendant les 3 jours. Voilà, donc on va vous passer des vidéos, mais avant, je voudrais vous donner certaines citations que j'ai trouvées très jolies, donc que j'ai trouvées sur internet, mais je les ai triées. Donc, dans La fille du fossoyeur de Joyce Carol, on entend le danger de la maternité, c'est on revit ses premières années avec les yeux de sa mère. Autre chose aussi de Pierre Féju, alors là qui concerne donc l'autre conjoint, et on n'en parle pas assez, et je pense qu'il faut prendre soin d'eux. Donc fidèlement, timidement ou crânement, le père ne peut que se sentir sur le rivage de toute maternité, bras ballants, un peu maladroit, patient et impatient, inquiet et rassurant jusqu'au bout. Autre chose aussi dans Modern Lovers de Emma Straub, la maternité est le seul job, un peu d'humour, la maternité est le seul job qui devient de plus en plus dur chaque année, sans jamais d'augmentation de salaire. Une autre citation de Lady Diana que j'ai trouvée très très belle, c'est le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer. Voilà, parce que la plupart du temps, il y a une grosse culpabilité du côté des mamans à parler de leur détresse alors qu'elles imaginent qu'il faudrait qu'elles se sentent absolument forcément heureuses. Et William Shakespeare, Victor Hugo écrivait: le cerveau à la pensée, le cœur à l'amour et le ventre à la paternité et la maternité. Voilà. Et au-delà de ces phrases donc bien connues de Françoise Dolto, psychanalyste, qui disait donc on ne naît pas parent, on le devient. Je terminerai donc par ces mots de François Malherbe, philosophe, qui disait: la relation humaine fondamentale est celle de l'accouchement mutuel. Un enfant ne devient lui-même qu'avec l'aide de son père et de sa mère. Une femme ne devient mère qu'avec l'aide d'un homme et la présence d'un enfant. Un homme ne devient père qu'avec l'aide d'une femme et la présence d'un enfant.
Voilà. Donc tout cela sur fond de regard mutuel. Donc j'en profite pour faire le petit laïus à propos des écrans, sur lesquels on s'interroge beaucoup, sur lesquels on réfléchit beaucoup en ce moment à la clinique avec la PMI aussi. Donc la quantité d'écrans qui sont tout autour des familles et des enfants aujourd'hui, étant donné que l'existence passe aussi par le regard, hein, pendant qu'on a la tête rivée vers l'écran, on n'a pas la tête dans les yeux du bébé. Donc ça, je voulais vraiment en profiter pour le dire. Voilà. Donc on va vous passer maintenant rapidement 2 petits extraits de films. C'est le film Tully. Je ne sais pas si certains l'ont vu, avec Charlize Theron, qui parle vraiment très très bien de la dépression postpartum. Alors juste, on va vous passer la bande-annonce, elle dure 2 minutes 15, mais elle est vraiment chouette. Et après, il y a sur Internet aussi, il y a une petite intervention. Oui, je sais, mais on a commencé au quart. Hein. Donc ça fait 5 minutes. Hein. Donc 2 minutes 15 pour la bande-annonce. Et 1 minute pour Charlize Theron qui donne ses conseils puisqu'elle a été mère elle-même. Voilà, ça fait 2 petites vidéos de 5 minutes maximum. Merci de votre attention. Do you know what a night nanny is? They take care of the baby at night so mom and dad can get some sleep. I don't want a stranger in my house. It's like a Lifetime movie where the nanny tries to kill the family and the mom survives and she has to walk with a cane at the end. Get over yourself. Mom, what's wrong with your body? Hello. I'm Telly. I'm here to take care of you. I'm just not used to people doing things for me. I hold a baby all day, and then nighttime rolls around and I'm supposed to just switch gears, like, hello, I'm all sexy now. You're empty. Yeah. No, you're empty on this side. Your 20s are great, but then your 30s come around the corner like a garbage truck at 5 a.m. Girls heal. No, we don't. We might look like we're all better, but if you look close, we're covered in concealer. You're convinced that you're this failure, but you actually made your biggest dream come true. If you want to run off or something, I get that, because I want to do that too sometimes, but I'm not gonna. I'm here to help you with everything. You can't fix the parts without treating the whole. Yeah, no one's treated my hole in a really long time. Prepare to never sleep again. Do not wear white anymore. Do not change a diaper with the lights turned off. You got to choose between that and urine on your face. So, your choice. It's too dark. No, lighter, dark. It's like all this stuff I'm saying, I'm realizing like that's all the stuff that I love about my kids. I get a front row seat watching these 2 beautiful creatures discover who they are. And it's a real gift to get to experience that. Everything about being, oh my God. Everything about being a parent is amazing. Do not ever show my kids this. I do not want them to have this power over me.